Salut tout le monde, c'est Tarek de Technologie en Poche. Aujourd'hui, nous allons corriger le devoir de contrôle numéro 2. Mais avant de commencer, je vous recommande de mettre cette vidéo en pause et aller télécharger le devoir et essayer de répondre aux questions posées avant de poursuivre la suite de cette vidéo. Vous trouverez dans la description ci-dessous le lien de téléchargement. Allez, attachez votre ceinture et surtout ne ratez pas des questions et je vous garantis que vous allez réussir l'examen de technologie. Avant de commencer, jetons un coup d'œil rapide au contenu. Alors, le devoir contient 5 pages. Les 3 premières comportent le dossier technique. Les 2 autres pages comportent le travail demandé. On reviendra à ça dans la suite de cette vidéo. Un petit conseil. Avant d'essayer de répondre aux questions posées, je vous recommande, pendant l'examen, de commencer par lire attentivement tous les détails du dossier technique afin de comprendre le fonctionnement du système. En effet, c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, le dossier technique comprend une mise en situation du système étudié. Parlons un peu de ce système, et on reviendra plus tard au reste du dossier technique. Il est mentionné ici que le système est une unité de positionnement et de blocage utilisée pour positionner et bloquer une barre métallique en vue de sa découpe. Examinons de plus près la représentation 3D du document numéro 1. Celle-ci, c'est la barre à découper. Le moteur électrique, le système de transmission et les 2 rouleaux cylindriques sont utilisés pour déplacer la barre. Autrement dit, ils sont conçus pour la positionner. Cet étau a pour fonction de bloquer la barre afin que nous puissions procéder à sa découpe. Ceci est un schéma de principe qui représente une vue du système comprenant les principaux composants. La page numéro 2 comprend le dessin d'ensemble de l'étau vertical. Sur la page numéro 3, nous avons la nomenclature de définition de l'étau vertical et la composition du système de transmission. On peut voir ici que ce système est composé de 3 éléments, 1, 2 et 3. Voilà, c'était le contenu du dossier technique. Passons alors au travail demandé. La première partie est réservée aux liaisons mécaniques. Dans la première question, on nous demande d'identifier les classes d'équivalence cinématique de l'étau vertical en adoptant une couleur différente pour chacune d'entre elles. Saviez-vous déjà ce que veut dire une classe d'équivalence cinématique? Non? Ne vous inquiétez pas, je vais tout expliquer. Voyons cette brouette par exemple. Elle est composée d'un châssis, de 2 poignées, d'un porte-charge, d'un pied, d'un cadre de roue et un pneu. Cette brouette comprend 2 classes d'équivalence cinématique. La première est composée du châssis, des 2 poignées, du porte-charge et du pied. Ces pièces sont encastrées les unes avec les autres. Cela signifie qu'elles n'ont pas de mouvement entre elles. Autrement dit, elles sont fixes les unes par rapport aux autres, même si la brouette est en mouvement. La deuxième classe d'équivalence cinématique est composée du cadre de la roue et du pneu. Ces pièces sont fixes l'une par rapport à l'autre, même si la roue est en train de tourner et de se déplacer sur le sol. Revenons à la question numéro 1. On peut voir que l'étau vertical comprend 7 classes d'équivalence cinématique. Nous allons commencer par l'identification et le coloriage des pièces de la classe d'équivalence cinématique A. Il est bien clair que cette dernière comprend la pièce repère 10. Identifions alors les autres pièces qui sont cinématiquement liées par rapport à 10. Autrement dit, qui sont fixes par rapport à cette dernière. Pour ce faire, référons-nous au dessin d'ensemble de l'étau vertical du document numéro 2. La pièce repère 10, c'est le levier. On peut le trouver sur la vue de face. N'oubliez pas que vous devez revenir à la nomenclature de la page 3 pour déterminer la désignation des différents composants de notre objet.
On a parlé de ça dans d'autres vidéos. Je vais colorier le levier en gris. Vous pouvez bien sûr utiliser une couleur au choix pendant l'examen, mais veillez juste à ne pas utiliser la même couleur pour des classes d'équivalence cinématique différentes. Notez aussi que vous devez colorier le levier 10 sur toutes les vues. On peut remarquer que ce dernier n'est pas présent sur la vue de droite. En revanche, il est présent sur la vue de détail C. Identifions maintenant toutes les autres pièces qui sont en contact avec le levier 10 et qui sont fixes par rapport à ce dernier. Ici, on peut voir que les deux embouts repère 11 sont fixes par rapport à 10. Le numéro repère des embouts est présent sur la vue de détail C. Colorions-les bien sûr avec la même couleur qu'on a utilisée avec le levier 10. Je vais le colorier aussi sur la vue de détail C. Et aussi sur la vue de droite. Revenons à la feuille des réponses et inscrivons les repères des pièces de la classe d'équivalence cinématique A. La classe d'équivalence cinématique B comprend la pièce repère 9. Identifions cette pièce sur le dessin d'ensemble. Le numéro repère de la pièce 9 est inscrit sur la vue de détail D. On va la colorier sur la vue de face d'abord. J'utilise ici la couleur jaune. Sur la vue de droite aussi. Et enfin sur la vue de détail D. Notons que cette classe d'équivalence cinématique ne comprend que la pièce repère 9. Pour la classe d'équivalence cinématique C, les pièces 2 et 6 sont déjà inscrites. Identifions ces pièces sur le dessin d'ensemble. Celui-ci, c'est le support numéro 6 et celui-ci, c'est le rail 2. Ces deux pièces sont fixées l'une par rapport à l'autre. Elles sont assemblées par l'intermédiaire de la vis à tête hexagonale 12. Ces trois pièces constituent la classe d'équivalence cinématique C. On va les colorier sur la vue de face et la vue de droite. Revenons à la feuille des réponses et inscrivons les repères des pièces de la classe d'équivalence cinématique C. La classe d'équivalence cinématique D comprend la pièce repère 7. Identifions cette pièce sur le dessin d'ensemble. Le numéro repère du mort de serrage 7 est indiqué sur la vue de détail D. Cette pièce est présente aussi sur la vue de face et la vue de droite. Je vais la colorier sur ces trois vues. Cette pièce est en liaison fixe avec la vis sans tête repère 8. On doit la colorier alors avec la même couleur, sur la vue de détail D. Sur la vue de face et sur la vue de droite. Ajoutons la vis sans tête 8 à la classe d'équivalence cinématique D. La classe d'équivalence cinématique E comprend la pièce repère 3. Identifions cette pièce sur le dessin d'ensemble. La pièce repère 3, c'est le coulisseau. On peut le trouver sur la vue de face. Je vais utiliser la couleur verte pour cette pièce. Et je vais la colorier aussi sur la vue de droite. Cette pièce est en liaison fixe avec le bouton de blocage 13. Je dois alors colorier ce dernier en utilisant la même couleur. Revenons maintenant à la feuille des réponses et inscrivons le numéro repère du bouton de blocage sur la classe d'équivalence cinématique E. La classe d'équivalence cinématique F comprend la pièce repère 1. Identifions cette pièce sur le dessin d'ensemble. La vis de manœuvre repère 1 est présente sur la vue de face et aussi sur la vue de droite, mais aussi sur la vue détail B. J'utilise cette fois-ci la couleur bleue pour le coloriage. Il est bien clair aussi que la poignée repère 4 est fixe par rapport à la vis de manœuvre 1. Elle appartient donc à la même classe d'équivalence cinématique. Je vais la colorier avec la même couleur.
Ajoutons la poignée 4 à la classe d'équivalence cinématique F. La classe d'équivalence G comprend la pièce repère 5. Cherchons cette pièce sur le dessin d'ensemble. La pièce 5, c'est le mort mobile. Il est présent sur la vue de détail B. Je vais le colorier avec la couleur rouge. Et sur la vue de face aussi. Et enfin sur la vue droite. Notons que cette classe d'équivalence cinématique ne comprend pas d'autres pièces. Passons à la question numéro 2. Dans cette question, on nous demande de compléter le tableau des liaisons entre les classes d'équivalence cinématique de la question précédente. Dans ce tableau, nous devons préciser pour chaque liaison la nature des surfaces de contact, les degrés de liberté et le nom de la liaison. Avant de répondre à cette question, nous allons reprendre les notions que vous avez déjà vues pendant les séances de technologie en classe. Une liaison entre deux objets existe uniquement si des surfaces de contact sont présentes. Prenons l'exemple de ces deux solides. Ils ne sont pas en liaison tant qu'ils ne sont pas en contact. Lorsqu'ils entrent en contact, on peut alors parler d'une liaison. Ce contact s'établit le long d'une surface spécifique. Il est important de noter que les surfaces de contact peuvent revêtir différentes natures. Nous allons citer 5, bien que d'autres natures de surfaces de contact puissent également être rencontrées. La surface de contact entre ces deux solides est de nature plane. Pour ces deux, elle est de nature cylindrique. Ici, la surface est de nature sphérique. Entre ces deux solides, elle est de nature hélicoïdale. Et pour terminer, la surface de contact entre ces deux derniers solides est de nature conique. Revenons maintenant à la question numéro 2. Commençons par la liaison entre les classes d'équivalence A et B et déterminons la nature des surfaces de contact. Pour ce faire, référons-nous au dessin d'ensemble. La classe d'équivalence cinématique A, c'est celle coloriée en gris. Et la classe cinématique B est coloriée en jaune. C'est bien clair que la surface de contact entre ces deux classes cinématiques est de nature cylindrique. Sur la feuille des réponses, on va écrire « cylindrique ». Remplissons maintenant le tableau des mobilités pour cette liaison. Pour cela, on va chercher les degrés de liberté entre ces classes d'équivalence cinématique, autrement dit, les mouvements possibles entre ces derniers. Celui-ci correspond à l'axe X, celui-là à l'axe Y et ce dernier à l'axe Z. Ici, nous avons un mouvement de translation possible le long de l'axe X. Une minute, j'ai oublié de vous dire que les axes sont représentés sur le dessin d'ensemble. Nous allons inscrire 1 dans la case correspondant à la translation le long de l'axe X. Nous avons aussi un mouvement de rotation autour de l'axe X. Inscrivons alors 1 dans la case correspondant à la rotation autour de l'axe X. Inscrivons des zéros dans les autres cases. Pour cette liaison, on a 2 degrés de liberté et 4 degrés de liaison. Cette liaison est appelée pivot glissant. Vous vous rappelez encore des notions que vous avez vues en classe? Non? C'est pas grave, on va les revoir ensemble. En liaison mécanique, chaque mouvement possible est associé à un degré de liberté, ce qui signifie qu'un degré de liberté représente une liberté de mouvement, que ce soit en rotation ou en translation. Autrement dit, un mouvement possible est appelé un degré de liberté. En revanche, chaque mouvement impossible est appelé degré de liaison. Considérons l'exemple de ces deux solides. Ils sont en liaison car ils sont en contact. Analysons les mouvements possibles que l'un peut effectuer par rapport à l'autre, puis remplissons le tableau de mobilité correspondant. La translation le long de l'axe X est possible, on inscrit 1 dans cette case. La translation le long de l'axe Z est aussi possible, on inscrit 1 dans cette case. Seule la translation le long de l'axe Y n'est pas possible, on va donc inscrire 0. La rotation autour de l'axe X n'est pas possible, on inscrit 0. La rotation autour de l'axe Y est possible, on inscrit alors 1.
Et enfin, la rotation autour de l'axe Z n'est pas possible. On inscrit alors 0. Passons à la liaison entre les classes d'équivalence B et C. La classe d'équivalence cinématique B, c'est celle coloriée en jaune. Et la classe cinématique C est coloriée en violet. La surface de contact entre ces deux classes cinématiques est de nature hélicoïdale. Pour cette liaison, deux mouvements sont possibles, la rotation et la translation autour et le long de l'axe Y. On va inscrire alors 1 dans les cases correspondant à ces mouvements et des 0 dans les autres cases. Cette liaison est appelée hélicoïdale. Notez que ces deux mouvements sont liés, ce qui signifie qu'on ne peut pas avoir l'un sans avoir l'autre. Autrement dit, deux mouvements conjugués et par conséquent, on a un seul degré de liberté. Passons à la liaison entre les classes d'équivalence cinématique B et D. La classe d'équivalence cinématique B, c'est celle coloriée en jaune. Et la classe cinématique D est coloriée en beige. La surface de contact entre ces deux classes cinématiques est de nature cylindrique plus plane. On va inscrire ça dans le tableau. On peut voir ici que la classe B peut réaliser un mouvement de rotation autour de l'axe Y par rapport à la classe D. On va inscrire alors 1 dans la case correspondant à la rotation autour de cet axe et des 0 dans les autres cases. Cette liaison est appelée pivot. Notez que le mouvement de translation le long de l'axe Y est exclu pour la simple raison qu'il est réalisé en même temps par ces deux classes d'équivalence cinématique. Autrement dit, si on fixe la classe B, la classe D ne peut plus translater. Pour la liaison entre les classes C et E, les natures des surfaces de contact, les mobilités et la nom de liaison sont déjà inscrits. Alors, on ne va rien rajouter dans cette ligne. Passons à présent à la liaison entre les classes d'équivalence cinématique E et F. Celle-ci, c'est la classe E, elle est coloriée en vert, et celle-là, c'est la classe F, et elle est coloriée en bleu. C'est clair que la surface de contact est de nature hélicoïdale. Pour cette liaison, deux mouvements sont possibles, la rotation et la translation autour et le long de l'axe Y. On va inscrire alors 1 dans les cases correspondant à ces mouvements et des 0 dans les autres cases. Cette liaison est appelée hélicoïdale. Allez, passons à la dernière liaison, celle entre les classes F et G. La classe F est coloriée en bleu et la classe G en rouge. Si on regarde de plus près, on peut voir que la surface de contact est de nature sphérique. On va inscrire alors sphérique dans cette case. La classe G peut réaliser un mouvement de rotation autour de l'axe X par rapport à la classe F, un mouvement de rotation autour de l'axe Y et un mouvement de rotation autour de l'axe Z. Inscrivons 1 dans les 3 cases correspondantes et des 0 dans les autres cases. Cette liaison est appelée rotule. Voilà, c'était la question numéro 2. Passons à la question numéro 3. Dans cette question, on va compléter le graphe des liaisons. Vous allez voir que la réponse à cette question ne va prendre que quelques minutes si vous avez déjà bien répondu à la question précédente. Avant de commencer, j'aimerais bien vous rappeler que le graphe des liaisons est une représentation plane décrivant les liaisons entre les différentes classes d'équivalence cinématique de notre objet. Comme je vous l'ai déjà dit, on va tout simplement utiliser le tableau de la question précédente. Celle-là, c'est la classe A et celle-ci, c'est la classe B. Sur le tableau, on a inscrit que la liaison entre ces deux classes est pivot glissant.
qui possède un mouvement de translation et un mouvement de rotation le long et autour de l'axe X. On va alors inscrire pivot glissant d'axe X sur la ligne joignant ces deux classes. Entre les classes B et C, on a une liaison hélicoïdale d'axe Y. On inscrit alors hélicoïdale d'axe Y. Entre B et D, une liaison pivot d'axe Y. Entre E et F, c'est une liaison hélicoïdale d'axe Y. Et enfin, entre les classes F et G, nous avons une liaison rotule. Pour la question numéro 4, on doit compléter le schéma cinématique de l'étau vertical. On va d'abord inscrire les noms des classes d'équivalence cinématique. Alors, celle-là, c'est la classe A. Celle-ci, c'est la classe B. La classe C. La classe D. La classe E. La classe F. Et enfin, la classe G. On va maintenant représenter les symboles des liaisons entre les classes d'équivalence cinématique qu'on a déjà inscrits sur le graphe de la question précédente. Mais avant de poursuivre, j'aimerais revenir avec vous sur la représentation normalisée de ces symboles. Alors, voici les représentations normalisées des symboles des liaisons que vous avez déjà vues en classe. Celui-ci est le symbole de la liaison encastrement. Celui-là représente la liaison pivot, la liaison glissière, la liaison pivot glissant, la liaison hélicoïdale et enfin le symbole de la liaison rotule. On peut voir que chacun de ces symboles comprend deux vues, une vue de face et une vue de gauche. Ainsi, on doit savoir lequel d'entre eux devra être représenté sur le schéma cinématique. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment le faire. Prenons par exemple ces deux solides. Il est bien clair qu'ils sont en liaison pivot, donc nous avons seulement un mouvement de rotation. Ici, le mouvement de rotation est autour de l'axe horizontal, donc nous devons représenter la vue de face. Si le mouvement de rotation est autour de l'axe vertical, on représente également la vue de face, mais cette fois-ci verticalement. En revanche, si le mouvement est autour du troisième axe, on représente la vue de gauche. Revenons maintenant à la feuille des réponses et complétons le schéma cinématique. Entre A et B, la liaison est pivot d'axe X. Alors, on représente la vue de face du symbole de la liaison pivot. Entre B et C, nous avons une liaison hélicoïdale d'axe Y. On représente alors la vue de face du symbole de la liaison hélicoïdale, mais verticalement. De même pour la liaison entre E et F. Entre B et D, c'est une liaison pivot d'axe Y. Et enfin, entre E et G, c'est une liaison rotule d'axe Z. Ok, tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans un commentaire. Pour continuer votre apprentissage, regardez les autres vidéos de la chaîne et je vous y retrouve pour le prochain devoir. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook ainsi que sur le site web mesmanuel.tn.